le Noël de la famille Lefebvre était un exercice de consommation théâtrale, un arbre coûtant plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens et une certitude étouffante qu'ils savaient ce qui était le mieux pour tout le monde, surtout pour moi. Je étais assise dans le coin dans mon pull simple et mon jean, regardant Chloé arborer sa nouvelle clé de Porsche tandis que son mari, Hugo, se vantait de sa dernière acquisition technologique. À 36 ans, je avais appris à occuper l'espace silencieusement, présente, mais professionnellement banale. Camille. Ma mère, Isabelle, a aboyé depuis l'autre bout de la pièce, me convoquant comme une servante. Encore du vin, le bon Bordeaux. Pas cette piquette bon marché de province. Assise ici maintenant avec mon café, regardant le monde défiler, je suis frappé par le peu que nous savons vraiment des personnes les plus proches de nous. D'où me rejoignez-vous aujourd'hui, et que sirotez-vous? Je attends toujours avec impatience vos histoires dans les commentaires. Mais revenons à ce dîner de Noël et à la nouvelle que mon père était si impatient de partager. Je me suis levé sans un mot. La résolution avait toujours été mon plus grand atout, bien que dans cette maison, il prenait mon silence pour de la soumission. Je ai marché vers la cuisine, mes pas résonnant sur le parquet en chêne massif gratté à la main qui coûtait probablement plus cher que mon premier appartement. Je pouvais les entendre derrière moi, leur voix formant un chœur synchronisé de suffisance. Le rire de Chloé était aigu, comme du verre qui se brise. Elle murmurait quelque chose à Hugo sur mon petit boulot de consultante vague et sur le fait qu'il était dommage que je ne puisse pas me payer une vraie voiture. Dans la cuisine, je ai retiré la lourde bouteille de Bordeaux du casier de la cave. À travers la fenêtre, je ai regardé la lumière de la lune accrocher le capot de ma Renault de 8 ans. Elle était garée dans la rue, reléguée au trottoir pour faire de la place à la Bugatti de mon père et à la Porsche de ma sœur. Pour eux, cette voiture était un bilan de mes échecs. Pour moi, elle était un fantôme, la couverture opérationnelle parfaite qui me permettait de me déplacer dans Paris sans escorte de sécurité quand je avais besoin de être invisible. Je suis retourné au salon et je ai versé le vin d'une main qui ne tremblait pas. Je étais l'investisseuse silencieuse dans leur version de la famille, payant la facture émotionnelle pendant qu'ils dépensaient ma dignité comme de la monnaie de singe. Ma mère a pris le verre sans me regarder. Mon père, Bernard, se tenait près de la cheminée. À 67 ans, il se comportait encore comme s'il était dans une salle de conseil d'administration, prêt à liquider un concurrent. Il se est raclé la gorge, et la pièce est devenue silencieuse. Le moment était venu pour une présentation. Ta mère et moi avons pris une décision exécutive concernant ta situation immobilière, a annoncé Bernard. Il ne a pas demandé. Il ne a pas consulté. Il a rendu un verdict. Quelque chose de froid et de clinique se est installé dans mon estomac. Je ai pris place, sirotant une tasse de café d'épicerie que je avais préparé moi-même. Ma situation immobilière? Ai-je demandé doucement. Ce domaine de Versailles, a dit Isabelle, agitant sa main comme si elle chassait une mouche. Celui que tu ne utilises jamais. Il est là depuis 3 ans, Camille, a accumulé la poussière et a gaspillé des fonds propres. Cela est stagnant. Cela est inefficace. Ce n'est pas vide, ai-je répondu d'une voix égale. Je l'utilise chaque fois que je suis dans la capitale. Tu n'es jamais dans la capitale, est intervenue Chloé, se penchant en arrière dans sa chaise de designer. Tu es toujours en voyage pour le travail si nous pouvons appeler cela ainsi à faire ce que les consultants font dans les pays en développement. Cette maison reste vacante 340 jours par an. Cela est un embarras pour le patrimoine de la famille. Nous l'avons vendue, a dit Bernard, sa voix résonnant de fierté. Nous avons obtenu un excellent prix, aussi, 4 800 000 €. Bien au-dessus de la valeur du marché. L'acheteur voulait une clôture rapide, alors nous avons géré la logistique. La pièce a semblé basculer. Il ne avait pas seulement franchi une limite, il l'avait démolie. Je ai regardé le café dans ma main. Vous avez vendu ma maison sans me demander mon avis? Camille, ne sois pas si dramatique, a dit Bernard, regardant sa montre. Tu as signé cette procuration limitée il y a 2 ans pour que je puisse gérer les taxes foncières et l'entretien pendant que tu étais parti consulter dans ces pays reculés. Je l'ai simplement utilisé pour signer un accord qui était trop beau pour être refusé. Après les frais de clôture et notre commission de gestion à 25%, ce qui est la norme pour notre expertise, tu toucheras environ 3 600 000 €. Nous aurons un virement pour toi d'ici le nouvel an. Une commission de gestion? Ai-je répété.
Le mot avait un goût métallique dans ma bouche. Nous avons fait tout le travail, Camille, a expliqué Isabelle, me parlant comme si je étais une enfant qui ne comprenait pas le concept d'une tirelire. Nous avons trouvé l'acheteur, structuré la société à responsabilité limitée, et géré la clôture. Dans le monde réel, les gens sont payés pour leur expertise. Tu devrais nous remercier. Nous avons transformé un actif stagnant en capital liquide. C'était le piège de la normalisation de la cruauté. Dans leur monde élitiste, je n'étais pas une personne avec des droits ou une carrière, je étais un actif sous-performant. Parce que je ne faisais pas étalage de ma richesse, ils supposaient que je n'en avais pas. Parce que je étais utile et silencieuse, ils me déshumanisaient en une ligne budgétaire qu'ils pouvaient échanger. Ils ne voyaient pas une fille, ils voyaient une faille juridique. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ai juste posé ma tasse avec précaution et regardé la vapeur s'élever de mon café bon marché. La colère n'était pas bruyante cette fois, elle était clinique. Je me suis frotté les yeux, ne cherchant pas à invoquer le regret, mais cherchant la clarté. Cela n'était pas une rupture familiale, cela était un bilan, et il venait d'entrer dans une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. À l'autre bout de la pièce, Bernard était déjà sur sa tablette, ses yeux brillants alors qu'il calculait le 1 200 000 € de frais de gestion qu'il siphonnait de ma vie. Il avait l'air si arrogant, si certain de son propre génie, ignorant qu'il comptait une fortune qui venait de devenir une responsabilité d'État. Je les ai regardés porter un toast avec le Bordeaux que je venais de verser, et dans ma tête, leurs rires ont commencé à ressembler au compte à rebours d'une horloge numérique. Cela était le regret silencieux de l'observateur, la tragédie de leur aveuglement. Pendant des années, je me étais tenu à la périphérie de leur vie, soutenant les murs pendant qu'ils se moquaient des fondations. Je avais été l'investisseuse silencieuse dans leur version de la famille, fournissant une compassion qu'ils avaient surexploitée pendant des décennies. Ils pensaient être les titans de l'industrie, les gardiens élitistes du nom Lefebvre, mais ils vivaient en fait sur un abonnement dont je payais la facture. En 2022, lorsque la firme de Bernard se vidait de son sang pendant la crise du marché, ce n'étaient pas les icônes de marque de Chloé ou le statut social d'Isabelle qui ont arrêté l'hémorragie. C'était un prêt-relais anonyme provenant d'une fiducie privée à ma fiducie. Lorsque Chloé a eu besoin du dépôt pour le lieu de son mariage démesuré, celui qu'elle m'a jeté à la figure, les fonds sont apparus sans nom attaché. Je avais passé 4 ans à essayer de les protéger, gardant mon monde secret, non pas parce que je avais honte, mais parce que ma position exigeait une distance qui les gardait en sécurité. Les inscrire comme administrateurs sur la fiducie familiale des domaines de Versailles avait été un geste de confiance, un filet de sécurité que je leur avais donné au cas où mon travail dans le renseignement de haut niveau deviendrait un jour obscur. Maintenant qu'ils le considéraient comme un actif stagnant, ils avaient décidé de le liquider. Je ai sorti mon téléphone de ma poche. Mon pouce a plané au-dessus d'une application qui n'avait pas d'icône, un lien direct vers le terminal sécurisé du gouvernement. Il n'est pas hésité. Je n'ai pas demandé de permission. À exactement 12h03 du matin, je ai initié le protocole de secret. L'écran a brillé d'une lumière bleue froide, une sorte de lever de soleil différent fait de faits et de chiffres. Je ai enregistré la violation non autorisée d'un actif de l'État. Je ai signalé la transaction comme une compromission d'un centre de renseignement classifié. Je ai regardé la barre de progression ramper sur l'écran, une exécution silencieuse de jugement. Mon père a levé les yeux de sa tablette, rencontrant mon regard. Il m'a adressé un signe de tête condescendant, comme s'il était fier de moi pour avoir enfin accepté ma place dans son monde. Je n'ai pas souri en retour. Je l'ai juste regardé avec le détachement clinique d'un auditeur fermant un compte. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait, ils étaient juste à l'aise dans la conviction que je étais trop faible pour cesser un jour de jouer le jeu. Mais ce soir, l'abonnement était annulé. Les heures suivantes ont été une leçon magistrale de relations publiques déguisée en inquiétude maternelle. Je n'ai plus interagi avec eux à table, et ils ont pris mon silence pour un drapeau blanc. Au moment où je ai atteint mon pied-à-terre, un appartement opérationnel sécurisé et haut de gamme que je gardais pour mes séjours dans la ville, mon téléphone vibrait déjà avec la première vague du tribunal des réseaux sociaux. Ma mère, Isabelle, avait publié une mise à jour familiale sur Facebook, une photo soigneusement mise en scène de l'arbre de Noël avec un siège vide au premier plan. Sa légende était un chef-d'œuvre de manipulation passive-agressive, affirmant que certaines personnes oublient qui les a élevées et qu'elle priait pour la clarté et la maturité. La section des commentaires se remplissait déjà de sympathie de son cercle social, me désignant comme la méchante ingrate dans sa performance.
Il ne voyait pas une fille se faire voler 4 800 000 €, il voyait une mère sainte accablée par un enfant ingrat. C'était l'escalade de la méchante, une frappe stratégique destinée à m'isoler avant que la réalité juridique ne s'installe. Puis est venu le message de groupe. Chloé a mené la charge, ses messages arrivant en rafales arrogantes. Elle m'a dit que je réagissais de manière excessive et que c'était juste une maison que je n'utilisais jamais. Elle a dit que je devrais être reconnaissante que notre père m'ait obtenu plus de 2 millions d'euros. Hugo a ajouté son grain de sel, son ton dégoulinant de la même condescendance qu'il utilisait pour discuter des jeunes entreprises en échec, qualifiant mon comportement de puéril et exigeant des excuses pour le désordre que je avais créé pour mes parents. Je étais assise à mon bureau, l'éclat de l'écran éclairant le tableur que je étais en train de construire. Je n'ai répondu à aucun message. Au lieu de cela, je ai fait des captures d'écran de chaque message, de chaque publication, de chaque mensonge public. Pour eux, cela était une dispute familiale. Pour moi, cela était une saisie de données. Chaque insulte était une écriture comptable de leur intention. Ils redoublaient d'efforts sur le récit de mon incompétence pour justifier leur cupidité et le vol de 1 200 000 €. Ils avaient besoin que je sois un échec, car si je réussissais, alors ils étaient des criminels. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surexploité pendant des années, et maintenant le compte était fermé. Je les ai regardés construire leur tribunal sur une fondation de sable, ignorant que la marée montait déjà. Il n'y avait plus de tristesse en moi, seulement la précision froide d'un auditeur. Je me suis frotté les yeux, essayant d'invoquer le regret, mais il n'y avait que de la clarté. Cela n'était pas une rupture, cela était un bilan. À l'intérieur de mon ordinateur portable, l'écran brillait d'un lever de soleil différent, celui fait, de chiffres et de l'arrivée imminente de la surveillance nationale. Je ignorais les vibrations de la discussion de groupe frénétique de ma famille. L'écran était un stroboscope de toxicité, mais mes yeux étaient fixés sur l'écran noir de mon terminal crypté. Je avais passé 4 ans à maintenir un profil bas à Paris lorsque je étais en ville, séjournant dans ma résidence désignée à Versailles, celle que ma famille pensait être juste une maison vide que je n'utilisais jamais. La transition du drame personnel à la réalité professionnelle a été instantanée. C'était l'escalade professionnelle où le conflit passait d'une présentation de salle de conseil à un incident de sécurité nationale. Ma ligne sécurisée a vibré avec un bourdonnement rythmique unique. Je ai répondu à la première impulsion. La voix du directeur Marchand était nette, dépourvue de toute trace de la période des fêtes. Il m'a informé que la transaction non autorisée impliquant le domaine de Versailles avait été signalée par le système de surveillance. Je ai confirmé que je venais d'être informé de la vente par les administrateurs lors d'un rassemblement de vacances. Le silence de Marchand à l'autre bout du fil était lourd du poids des codes juridiques. Il m'a rappelé ce que mes parents avaient commodément ignoré, cette propriété était une installation d'informations sensibles cloisonnée enregistrée. Cela faisait partie de mon protocole de sécurité en tant que sous-secrétaire au renseignement, un centre sécurisé conçu pour la manipulation de données classifiées. Elle était protégée par les lois sur la défense et enregistrée auprès de l'État. Juridiquement parlant, cette maison était une extension de la propriété publique. En la vendant à un groupe d'investissement privé pour 4 800 000 €, mes parents n'avaient pas seulement dépassé les bornes, ils avaient facilité une violation de la sécurité nationale. Le directeur Marchand a expliqué que la vente était automatiquement nulle en vertu de la loi, mais que l'acte de vente lui-même était une violation criminelle. Les services de sécurité et des agents du gouvernement étaient mobilisés immédiatement. Il ne s'agissait plus d'une maison, il s'agissait du transfert non autorisé d'un actif souverain sécurisé. Marchand m'a dit que des agents étaient déjà en route vers l'appartement de mes parents sur l'avenue Montaigne pour sécuriser les administrateurs et saisir toute la documentation relative à la transaction. Je ai mis fin à l'appel et regardé le reflet dans ma fenêtre assombrie. Ma famille avait passé des années à mépriser ma carrière, à se moquer de ma voiture et à supposer que je étais trop incompétente pour gérer ma propre vie. Ils avaient agi sur la base de ces suppositions et vendu ma maison parce qu'ils pensaient que je étais un fardeau sans valeur qui ne se défendrait pas. Ils n'avaient aucune idée que pendant qu'ils étaient occupés à jouer l'élite, je étais celle qui détenait les clés d'un monde qu'ils n'étaient même pas autorisés à connaître. Je ai ressenti une vague de contrôle froid. Cela n'était pas un acte de vengeance, cela était la logique inévitable du protocole de secret. Ils avaient déclenché un mécanisme qu'ils ne pouvaient pas arrêter, et maintenant le gouvernement venait recouvrer la dette. La voix du directeur Marchand est revenue par le haut-parleur crypté. C'était le coup de grâce, le genre de révélation qui transforme une histoire de drame familial en une tragédie nationale.
Il m'a dit que l'audit de renseignement sur la société Alliance Immobilière Patrimoine était terminé. Mon père les avait qualifiés d'investisseurs intelligents pendant le dîner. Il avait loué leur rapidité et leur offre tout en espèces, me disant que c'est ainsi que fonctionne le capitalisme. Il n'avait pas vu les signaux d'alarme parce qu'il était aveuglé par le verre de sa commission de gestion de 1 200 000 €. Mais le rapport de Marchand était factuel et létal. Alliance Immobilière Patrimoine n'était pas un groupe de revendeurs immobiliers, ils étaient une société écran sophistiquée liée directement à un cartel de l'énergie étranger. En exécutant cette vente, mes parents n'avaient pas seulement commis une fraude immobilière ou violé les protocoles diplomatiques, ils avaient involontairement facilité un acte d'espionnage industriel. Ils avaient remis les clés d'un centre de sécurité nationale enregistré à un adversaire étranger. L'air dans mon petit appartement a semblé soudainement lourd, sentant l'ozone et le vieux café. Je ai fixé l'écran, regardant les organigrammes que Marchand avait envoyés et le réseau complexe de comptes à l'étranger qui menait du cartel à la société que mon père avait aidé à structurer. Mon père, le magnate de la construction, et ma mère, la mondaine, étaient désormais les principaux sujets d'une enquête pour espionnage. Le 1 200 000 € qu'il comptait si fièrement n'était plus seulement de l'argent volé, cela était désormais officiellement le produit d'un crime contre l'État. C'était le rebondissement criminel qui dépouillait tout chemin restant vers la rédemption. Ils n'avaient pas seulement été cupides, ils avaient été dangereux. Leur supposition élitiste selon laquelle je étais trop incompétente pour gérer ma propre vie les avait conduits à compromettre la sécurité nationale pour une part de 25%. Je ai regardé une photo encadrée sur mon bureau, la famille Lefebvre lors d'un gala d'été, tout le monde souriant et parfait. Je ai réalisé que je ne ressentais pas de tristesse. Je n'ai pas ressenti l'envie de les appeler pour les avertir. Je ai ressenti le détachement clinique d'un scientifique observant une séquence d'autodestruction. Ils avaient construit leur monde sur la conviction qu'ils étaient les maîtres de la réalité, mais la réalité était sur le point d'arriver dans 3 véhicules utilitaires de sport noir. Le compte à rebours de 9 h du matin n'est pas arrivé avec un cri. Il est arrivé avec le craquement rythmique des pneus et le vrombissement sourd et lourd de 3 véhicules utilitaires de sport noir s'arrêtant devant l'entrée privée de notre appartement de l'avenue Montaigne. Je ai regardé à travers les fenêtres du sol au plafond alors que les hommes et les femmes en costume sombre sortaient, leur badge accrochant la lumière du matin avec un éclat métallique froid. À l'intérieur, Bernard et Isabelle étaient encore dans leur robe de chambre en soie, soignant les restes de leur égo de Noël. Ils ont regardé vers l'allée, la confusion se transformant en une peur vive et dentelée. Madison, qu'est-ce que c'est que ça? Isabelle a hurlé, sa voix atteignant ce ton frénétique qu'elle utilisait quand le personnel était en retard. Il y a des gens devant l'entrée. Appelle ton bureau. Règle cela avec ton petit boulot au gouvernement immédiatement. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai même pas regardé. Je ai juste fini mon café. La porte d'entrée ne s'est pas simplement ouverte, elle a été contournée. L'agent spécial Rousseau est entré dans le salon avec le genre d'autorité qui fait ressembler la vieille fortune à de la fausse monnaie. Bernard a essayé de se lever, essayant d'invoquer le personnage de salle de conseil qu'il avait utilisé pour m'intimider pendant 3 décennies. Avez-vous la moindre idée de qui je suis? A-t-il aboyé, son visage prenant une teinte rouge dangereuse. Ceci est une résidence privée. L'agent Rousseau n'a même pas scié. Elle n'a pas regardé Bernard, elle m'a regardé directement et a fait un signe de tête professionnel et net. Madame la sous-secrétaire Camille, le périmètre est sécurisé. Nous avons les mandats pour la saisie de tous les appareils électroniques et des relevés bancaires associés à la vente non autorisée de l'installation d'informations sensibles cloisonnées de Versailles. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le son d'un héritage qui s'évaporait. Le bras de Bernard est retombé sur le côté. Le verre de jus d'orange importé d'Isabelle a glissé de sa main, se brisant sur le marbre. Ils m'ont regardé, puis les agents, puis m'ont regardé à nouveau. Pour eux, je étais la travailleuse indépendante en échec, la fille cadette quelconque qui conduisait une Renault de 8 ans. Mais la réalité les regardait en face, portant un badge de l'État. Sous-secrétaire? A chuchoté Chloé depuis les escaliers, sa robe de designer ressemblant soudainement à un déguisement. Camille, je t'en prie, a dit Bernard, sa voix se brisant, son arrogance remplacée par une mendicité pathétique et nue. Nous ne savions pas. C'était une erreur. Nous rendrons l'argent. Dis-leur que tout va bien. Dis-leur que nous sommes une famille. Je me suis levé et j'ai marché vers lui. Je ai ressenti le poids clinique de 4 ans de secret et de 30 ans de mépris.
La famille ne vend pas ta maison sans demander, Bernard, ai-je dit d'une voix calme et factuelle. La famille ne prend pas une commission de gestion de 1 200 000 € sur ta vie. Tu as violé la loi parce que tu supposais en savoir plus sur mon monde que moi. Tu as agi sur un fantasme où je étais le maillon faible de ton portefeuille. Maintenant, je choisis la réalité plutôt que ton fantasme. Le basculement de pouvoir était absolu. Alors que les agents les escortaient vers les véhicules utilitaires de sport pour interrogatoire, je les ai regardés réaliser que leur statut, leur conseil d'administration et leur rang social n'étaient que des actifs stagnants dans un monde de protocoles de sécurité nationale. C'était une justice méritée. En laissant l'enquête suivre son cours, je ne faisais pas que les punir, je établissais un précédent qui protégeait l'intégrité de nos centres de renseignement. Je construisais un avenir où mon travail et ma valeur ne pourraient plus jamais être échangés comme une marchandise. 6 mois plus tard, la poussière était retombée sur une distance permanente. Mes parents étaient condamnés à 2 ans de mise à l'épreuve, leur licence professionnelle était signalée, et leur réputation sur la Côte d'Azur était inexistante. Chloé et Hugo ont été coupés de la fortune familiale qui avait été saisie pour payer les amendes de l'État. Je n'ai pas célébré leur chute. La comptabilité ne nécessite pas de joie, elle nécessite simplement un équilibre. Je ai été nommée ambassadrice auprès d'une nation du groupe des 7 peu après la clôture de l'enquête. Debout sur le balcon de ma nouvelle résidence, regardant une ville où mon travail importait réellement, je ai ressenti une paix qui n'avait rien à voir avec leur approbation. Je en suis venu à réaliser que tant d'entre nous passent leur vie à attendre que leur famille voie leur valeur, à reconnaître l'éclat que nous portons dans l'ombre. Mais votre valeur n'est pas un actif stagnant que d'autres peuvent échanger. Ce n'est pas un abonnement qu'ils peuvent annuler ou une ligne budgétaire qu'ils peuvent liquider. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, rappelez-vous que le pardon n'est pas toujours une question de réconciliation. Parfois, c'est simplement le seul moyen de vous libérer de la dette de leurs attentes. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour être lumineuse. Vous avez juste besoin du courage de cesser de jouer un rôle dans une histoire qui a été conçue pour vous garder petite. La souveraineté de l'âme est le seul succès qui dure. Si vous avez appris que votre valeur n'est pas à vendre, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se tenir debout aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus d'histoires de justice.